Mesdames et messieurs, bonjour. 3 points sur la réforme des retraites. 3 points et puis un commentaire. Sur le fond, le gouvernement nous dit, les pensions ne baisseront pas. Mais il ne nous dit pas, le pouvoir d'achat ne baissera pas, et il ne dit pas non plus que les pensions ne baisseront pas relativement au salaire. Que nous dit l'histoire, l'expérience à ce sujet ? 2 illustrations. La première, depuis l'arrivée de M. Macron, les retraites n'ont pas diminué, les pensions n'ont pas diminué. Or, leur pouvoir d'achat baissait de 5%. En 2000, depuis 2000, le point de la fonction publique n'a pas baissé non plus. Or, le pouvoir d'achat de ce point a baissé de 19%. On voit bien ici à travers ces 2 exemples qu'il y a 2 lectures. Il y a la lecture du salaire nominal en quelque sorte ou de la pension nominale et du salaire ou de la pension réelle. On a des pensions, des salaires qui ne bougent pas, certes, en termes de niveau, seulement en termes de pouvoir d'achat, on constate des baisses. Ça s'explique tout simplement par l'inflation. Lorsque les prix augmentent, la quantité des biens ou des services qu'on peut se procurer diminue lorsque la pension, le salaire soit est stagnant, soit diminue. Plus concrètement encore, ça veut dire quoi ? Eh bien, ça veut dire que pour une pension de 1 000 € qui rencontrerait une inflation en face pendant 5 ans, une inflation de 1,5%, alors ces 1 000 € au bout de 5 ans ne représenteraient plus que 925 €. Donc ça fait une sacrée perte en moins de 5 ans. Naturellement, beaucoup vont dire la BCE est en charge de la maîtrise de l'inflation. Mais on voit bien que chaque année, il y a de l'inflation. Donc chaque année, il y a une détérioration du pouvoir d'achat. C'est mécanique. Le deuxième point, le gouvernement dit 1 000 € de retraite pour une carrière pleine. Mais qu'est-ce qu'une carrière pleine ? C'est 43 ans aujourd'hui. Qu'en est-il pour ceux qui n'auront pas une carrière pleine ? 35 ans par exemple, avec plusieurs années durant lesquelles ils auront eu du chômage. Voire plus de chômage, mais uniquement des prestations sociales. Donc à ce moment-là, ces personnes n'auront pas de carrière pleine. Comment se fait le calcul ? Il se fera certainement par un produit en croix. Et pour notre exemple, si on prend une personne qui travaille 35 ans avec des périodes creuses durant lesquelles il ne percevra peut-être du chômage ou peut-être même plus du chômage, eh bien sa pension se verra diminuer, impactée de X € pour obtenir au final 778 € de pension. Donc ici, on voit bien que la situation sera identique à celle d'aujourd'hui avec une grande différence, puisque le nombre de gens paupérisés avec une pension de 600, 500, 700 €, ces personnes seront plus nombreuses. C'est ça la réalité. C'est ça la réalité. Et parce qu'on peut aussi croiser toutes ces données, c'est-à-dire on peut imaginer que le pouvoir d'achat diminue du fait de l'inflation, donc on peut imaginer que la carrière ne soit pas pleine, et en mélangeant tout ça, on va vite descendre à la somme qu'on a dit tout à l'heure, 600, peut-être 500 €. Et là je parle bien non seulement du public, mais je parle surtout du secteur privé. Troisième point sur le fond, on a M. Delevoye et puis toute son équipe qui changent le contrat des gens qui ont signé un contrat X années plus tôt. C'est un peu déplacé. On peut comprendre que des fonctionnaires qui ont accepté de ne pas avoir un haut salaire pendant 10-15 ans et plus, eh bien aujourd'hui dire non. Et on peut aussi concevoir que ces mêmes enseignants, si on parle des enseignants ou d'autres, qui disent non, on veut aussi que ce statut soit pérenne pour les générations à venir, en sachant que les générations à venir, ce n'est pas nos enfants forcément, c'est les enfants des autres. Mais on a cette attitude tout simplement parce qu'on est convaincu que ce service public, c'est l'âme de la France. On peut comparer à l'Allemagne, c'est ce qu'on m'a fait ce matin, on peut comparer à l'Allemagne, on peut comparer aux États-Unis, mais je suis désolé, la France, c'est pas l'Allemagne, et c'est pas les États-Unis, et c'est pas l'Angleterre.
Voilà, alors l'objectif, quel est le but de M. Macron? C'est la question que je me suis posée. Je crois que son objectif est simple, il est précis, il est clair. En tout cas maintenant, pas avant 2017. Il veut détruire l'État-providence. Manifestement, son gouvernement veut détruire l'État-providence et réduire comme peau de chagrin le patrimoine social des pauvres et de la classe moyenne pour le remettre au marché, pour le remettre à ces boursicoteurs, pour le remettre à ces profiteurs, à ces guignards arrivistes qui ont aujourd'hui exploité tout ce qu'ils pouvaient exploiter dans le marché et qui aujourd'hui lorgnent sur ce qui reste de public, la santé, l'école, et puis voilà. Mais bon, c'est pas nouveau, hein. Malthus en son temps développait déjà cette thèse, hein. Et je respecte d'ailleurs plus Malthus que ces guignards. Voilà, enfin bon, ça c'est une autre histoire. La question aussi qui se pose ici, c'est que M. Macron, son équipe, sont des néolibéraux. Alors naturellement, on va me dire, oui, mais néolibéral, il faut s'arrêter, on ne va pas jouer à ça. Seulement, ils ne l'ont pas dit. Ils n'ont pas présenté la chose comme telle. Donc il y a erreur sur la marchandise de 2017, sur le vote de 2017. Il y a erreur sur la marchandise, et je crois que c'est certainement une des plus grosses arnaques de ce 21e siècle, voire du 20 et 21e siècle en France. Donc son idée de transmettre la France au marché, en sachant que le marché c'est pas la France, hein, en soi ce sont les firmes multinationales, c'est les gros pays tels que les États-Unis et autres, donc remettre tout ça au marché mondial, bon, il aurait dû le dire peut-être avant 2017, me semble-t-il. Alors, pour conclure, quelques projections qui n'engagent que moi, bien entendu. Je crois que M. Macron se trompe et qu'il n'atteindra pas son objectif. Et que ce qui va se produire, c'est que la croissance va diminuer. La croissance va baisser. Alors, on dit croissance qui baisse, mais bon, enfin. La croissance va baisser, voire même, nous serons dans une phase de décroissance. Alors, pas dans le sens de M. Latouche, mais on peut aller vers une décroissance. Et là, ce serait naturellement, non pas catastrophique, hein, si on se place dans une logique décroissante, mais comme on le sait, qui présentera de toute façon, dans sa réalisation, une période transitoire compliquée. Mais là, on ira pour d'autres raisons. Donc la situation, elle sera quand même beaucoup plus aggravée. Le deuxième point, c'est que M. Macron, dont l'objectif est de faire un face-à-face en 2022 face à Marine Le Pen ou Marion ou que sais-je, eh bien, risque d'être surpris par les résultats. Il risque d'être surpris, ça fait plusieurs Noëls, ça fait plusieurs années maintenant que les choses vont mal en France du fait de cette provocation, ce mépris qu'il a vis-à-vis des classes moyennes et des classes populaires. Donc je crois que cette âme de la France, aujourd'hui, il ne l'incarne plus, elle risque d'être incarnée, ou elle sera incarnée par Marine Le Pen. Bon, enfin, voilà. Donc, je sais bien que pour les libéraux, Noël rime avec business, avec profit, avec argent, etc. Mais je crois qu'aujourd'hui, M. Macron et son gouvernement, je crois qu'aujourd'hui, il est temps que vous accordiez une trêve à la France. Tant que vous accordez une trêve à la France, voire un moratoire sur toutes ces réformes qui se succèdent et qui ne font pas du tout l'unanimité. Naturellement, je sais bien que 70% des retraités sont pour ces réformes, etc. Mais il ne faut pas jouer avec ce type d'opinion publique, il ne faut pas jouer avec ce type de sondage, car vous savez qu'il y a d'autres réalités qui sont sur le terrain, qui sont au fond de la France, qui risquent de surprendre, qui risquent encore plus de vous surprendre, vous, M. Macron, avec votre gouvernement. Alors je ne suis pas mélenchoniste, je ne suis pas toutes ces choses, je suis quelqu'un, voilà, pas de neutre forcément, naturellement, mais je crois que, voilà, M. Macron et votre gouvernement, je crois qu'il est temps que vous ayez un tout petit peu de courage, un vrai courage, une vraie humilité pour accepter cette trêve et ce moratoire en cette période de fête et de Noël, afin que les Français, afin que les enfants ici en France, eh bien, puissent un peu respirer, puissent un peu se reposer et voir l'avenir avec plus de sérénité, avec du débat, des échanges cordiaux et des réformes préparées tous ensemble.